Salut les amis, alors nous voici aujourd'hui pour parler de l'Empereur Dieu de Dune, donc le 4e tome de Dune de Frank Herbert. C'est pas très facile à dire, le 4e tome de Dune. Oui, le son est différent car je suis sur multipiste pour la première fois de cette série. Vous me direz si vous aimez, et si vous aimez, j'essaierai de le refaire. Autre chose expérimentale que j'ai décidé de faire pour cet épisode, sur le conseil d'une amie qu'on va à partir de maintenant appeler Nana, elle m'a dit qu'elle pensait que ce serait une bonne idée que j'écrive mes critiques avant de parler, mais que ensuite je ne les relise pas. Que ce serait le fait de les écrire à l'avance qui ferait que ça me donnerait... ça m'aiderait à mettre mes idées au clair ou quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est que je travaille 2 fois, pour rien. Mais que ça m'aide de manière inconsciente. Donc on va essayer ça aujourd'hui, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si je continue pas, parce que moi ça me demande beaucoup de boulot et écrire les choses pour ne pas les lire, c'est vrai que voilà, je suis moyennement convaincue par le concept, mais je me dis que ça vaut la peine d'essayer. De toute façon, voilà, en l'honneur de ce livre, je pense, qui prône beaucoup le fait d'essayer des choses nouvelles, bah on va essayer. Alors en commentaire général, je peux vous dire que, bah vous le savez, je vous l'avais dit la dernière fois, c'est mon tome préféré. Je m'étais demandé si j'allais l'aimer autant que par le passé. Spoiler tout de suite, je l'ai aimé plus. Absolument plus. Franchement, je pense que ça va être... je pense pas, je vous le dis. Ça sera mon premier 10 sur 10 que j'enregistre. Je m'y attendais pas moi-même. Je vous disais, j'avais mis 9 à toute la saga. J'avais pas réfléchi aux épisodes individuellement. Et pour l'instant, j'étais... Enfin, sur les 2 tomes précédents, je me disais, oui, bon, ils sont peut-être même un peu en dessous que le premier. Non, mais là, vraiment, moi, je suis... Voilà, je tire mon chapeau. Alors, le résumé. Au début du livre, on est du point de vue d'historiens qui nous parlent d'un musée, qui nous disent qu'on va voir les mémoires de Leto et les traces de son époque et tout dans un musée, et qu'il y a un poète qui va nous lire des extraits de ses mémoires, etc. Donc on comprend que tout est déjà fini, en quelque sorte, que Leto est déjà mort depuis longtemps, que l'époque a changé, tous les persos qu'on va voir, etc. par la suite, ils n'existeront plus depuis longtemps, et que du coup l'univers a continué, l'humanité a continué, etc. Et que le monde a beaucoup changé, parce qu'on se rend compte que Dune maintenant s'appelle plus Arrakis, mais Rakis seulement, et qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui ont changé de nom, un peu la manière de parler qui a changé, etc. Donc on se rend compte qu'on est dans un futur lointain, et que tout ce qu'on va voir par la suite, ça va être du coup l'histoire, mais dans sa version plus véridique, alors que pour l'instant les gens en avaient une vision un peu déformée. Ce truc, le fait de commencer comme ça, contribue énormément à l'impression de tragédie. Je pense que je vous avais déjà dit ça pour le Messie de Dune. On alternait dans le premier tome, c'était plutôt une épopée, un truc un peu héroïque. Et pareil pour le 3e, et le Messie, c'était une tragédie. Là, on est revenu en tragédie, donc on fait vraiment une alternance. Ce prologue y contribue. Et par la suite, on va revenir donc avec Leto et compagnie, mais tout en sachant que Leto va finir par disparaître. Bon, logiquement, tout le monde finit par disparaître, sauf que lui, quand on le rejoint, on apprend qu'il a 3000 ans et quelques, et que bon, du coup, ça fait quand même un sacré paquet d'années qu'il règne sur l'univers. Il est empereur, donc empereur Dieu, comme l'indique le titre. Donc non seulement il est empereur, mais en plus, il se fait adorer par tout un tas de gens. Toute sa cité, elle est vraiment, sa citadelle, elle est vraiment construite sur un truc bien gigantesque pour bien faire sentir. Bon, en même temps, lui, il a des proportions assez impressionnantes vu qu'il est à moitié vert maintenant. Il a vraiment un corps de verre, du coup, qui fait une taille de verre et tout. Il a juste sa tête et ses mains humaines qui sont restées à un bout de son corps, quoi, et ses pieds à l'autre bout, mais entre les deux, c'est un corps de verre. Il s'est fait une armée de truitesses, donc qui sont des femmes qui sont ultra dévouées à lui et qui sont vraiment élevées dans un délire religieux autour de lui. Donc Leto, il a 3000 ans et quelques, il règne sur l'univers, etc. Parce qu'en gros, c'est lui qui détient tout le mélange restant, du coup, qui a été produit sur Dune, vu qu'il règne particulièrement sur Dune. Et en fait, comme tout l'univers dépend du mélange, tout l'univers dépend de lui, et c'est lui qui le distribue à très petite dose aux gens qui le servent suffisamment bien, quoi. Donc voilà, les gens sont beaucoup à le détester, même si évidemment ils essayent de le cacher, et à considérer que c'est un tyran, etc. Concrètement, il a servi les gens, sauf que bon, lui, il va nous dire qu'il le fait pour de bonnes raisons, mais ça, du coup, ça va être ce qu'on va pouvoir juger à travers tout le bouquin, sachant aussi que on va suivre le point de vue donc de Leto, mais aussi le point de vue de Siona, qui est une rebelle et une descendante des Atreides, qui sont une lignée qui est gérée par Leto. Du coup, c'est lui qui a décidé qui s'accouplait avec qui,
Il est parti de sa sœur Ganima et qu'il a fait se reproduire avec, comment il s'appelle, Farad, qui s'appelle Arcalada maintenant du coup. Et donc tous les Atreides c'est des descendants de ces deux-là. Et donc il a choisi de génération en génération et qui les faisait se reproduire. Il les a un peu fait se reproduire avec Duncan aussi, puisqu'il fait des golas de Duncan de manière régulière. Et donc au début du livre, on voit Siona qui veut se rebeller, qui va avec une bande de rebelles pour essayer de voler un trésor de Leto. Ils savent pas ce que c'est, mais ils savent que c'est là et que c'est gardé et tout, et que c'est protégé, donc ils se disent que ça doit être précieux. Et vu qu'ils détestent Leto et qu'ils l'appellent le ver, etc., bon bah ils veulent lui voler son truc. Tous les compagnons de Siona se font buter sauf elle. Elle arrive à voler le truc, et le truc c'est les mémoires de Leto, qui sont ce qu'on a en début de chaque chapitre. Et ce dont on nous parlait au début en nous disant qu'un poète allait nous en lire des extraits, etc. Tout est relié, tout se recoupe. Donc Siona vole ça, elle va commencer à les lire en cachette, etc. On apprend par la suite que Leto était au courant qu'elle faisait ça, mais qu'il la laisse faire et que... Bon, sinon il y a le majordome de Leto qui s'appelle Moneo, qui est aussi un Atreide, donc c'est le père de Siona. Et donc lui, il est un peu choqué par le comportement de sa fille et ça l'inquiète un peu. Mais Leto lui dit ouais je sais ce qu'elle fait, t'inquiète pas ça va lui passer, c'est comme toi, de toute façon tous les Atreides passent par une période de rébellion, etc. Et quand elle passera son épreuve, ça va s'arranger. Et à côté il y a Duncan Idaho, donc le Gola actuel, qui s'est aussi associé aux rebelles et qui essaye de tuer Leto. Il n'y arrive pas. Leto le bute, parce qu'en gros Leto quand il est menacé, il passe en mode vert, et en mode instinctif, et du coup c'est un peu le ver qui prend le dessus, et donc il a écrabouillé Duncan en mode réflexe parce que Duncan a essayé de lui tirer dessus au laser. Donc après Leto se commande un autre Duncan parce que quand il meurt il les fait remplacer, et donc on va suivre le nouveau Duncan qui essaye de prendre ses marques et tout ça, et qui est vachement choqué par l'époque dans laquelle il est, parce que c'est plus son époque, il a plus ses repères, etc. Et puis il sait pas trop quoi penser de Leto parce que selon lui ça respecte pas trop les Atreides, ce concept de se faire adorer comme un dieu et tout. Mais bon, il voit bien que quand il parle à Leto est capable de prendre la voix de Paul et de Jessica et compagnie. Donc il voit bien que les Atreides sont en lui, donc il se dit bon, je vais le respecter parce qu'il incarne les Atreides, mais ce que je vois me paraît bizarre. Et donc on peut se demander quand est-ce que Duncan va à nouveau mal tourner, parce qu'on a cru comprendre que c'était assez récurrent chez eux, de se rebeller au bout d'un moment, de se demander aussi qu'est-ce que Siona va devenir, quelle est l'épreuve que Leto va lui faire subir, etc. Est-ce qu'elle va la passer, est-ce qu'elle va rester révoltée, est-ce qu'elle va changer comme Moneo, vu qu'on nous dit que Moneo a subi une épreuve dans sa jeunesse, etc. Voilà, puis comme on sait que Leto va finir par mourir, qu'on sait pas comment, mais que lui-même nous dit qu'il a de la prescience mais qu'il veut pas savoir ça, donc il essaye pas spécialement de le savoir, et du coup on se doute que ça va se terminer comme ça, mais on sait pas comment. Une autre chose qui se passe et qui va être un élément perturbateur de ce livre, outre tout ce que je viens de vous dire, qui est pourtant déjà pas mal perturbateur, c'est l'arrivée de Winori, qui est la nouvelle ambassadrice Ixienne, et dont Leto va tomber tout de suite amoureux. Donc il va vouloir se marier avec elle, et ça va faire chier tout le monde, parce que, en gros, ça faisait des millénaires qu'il n'avait pas eu de femme, et les Truitesses se considèrent toutes comme ses épouses spirituelles. Du coup, ça va très certainement créer un gros bordel religieux, le fait qu'ils prennent une épouse. Tout le monde aussi fait des allusions bizarres en mode « Quoi, vous voulez prendre une femme? Mais comment ça se fait? Vous pouvez pas baiser ?» Oui, il y a peut-être pas que ça dans la vie, mais enfin bon, on en reparlera. Et du coup, voilà, il va y avoir ça. Est-ce que Leto va épouser Oui? Pourquoi Oui lui paraît aussi génial? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est pas naturel? Parce que bon, des femmes, il a dû en voir à travers 3000 ans, puis à travers tous ses souvenirs, parce que je rappelle que Leto a quand même la mémoire de tous ses ancêtres, ce qui fait un sacré paquet de mémoire. Donc comment ça se fait que Oui lui le rend aussi ouf comme ça? Toutes ces questions, on va avoir la réponse au fur et à mesure. Donc même si c'est une tragédie et qu'on connaît déjà la fin, il y a quand même pas mal de points sur lesquels on peut dire qu'il y a quand même un minimum de suspense ou d'intérêt. L'histoire, alors, on va majoritairement suivre Leto, mais on va aussi suivre donc Moneo, Siona, Nayla, qui est ou Nayla, je sais pas trop comment on doit la prononcer, qui est une truitesse complètement fanatique, un peu Oui et Duncan. On va suivre donc les points de vue de tous ces persos, on a quasiment que du dialogue. Il y a très peu de scènes d'action, il y en a une au début, comme je vous disais, avec Siona et ses potes rebelles qui essayent d'échapper au loup, mais par la suite, il y a vraiment presque que du dialogue. Ça pourrait vraiment être adapté en pièce de théâtre, tellement c'est quasiment que du dialogue. Et du coup, comme je vous disais, c'est vraiment une tragédie, on sait déjà comment ça va se terminer. La question, c'est qu'on se demande comment plus précisément.
Parce qu'on sait que Leto va finir par mourir, mais on sait pas comment il va se faire tuer, qui va en être responsable, même si on peut avoir de gros soupçons sur Duncan et Siona. On sait pas non plus exactement pourquoi Leto fait tout ça, parce qu'on sait qu'il a des bonnes intentions et que c'est un Atréide, etc. Mais ça paraît un paradoxe, justement, qu'il soit quelqu'un de bien et qu'il fasse des choses qui paraissent aussi douteuses spontanément. Donc tout le livre va nous permettre de comprendre ça. Et on a envie globalement de comprendre Leto, parce qu'il est assez paradoxal dans ce qu'il dit, et il change vachement en fonction des gens à qui il parle, donc on va vouloir comprendre pourquoi il est comme ça, comment il fonctionne, tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je voulais. Outre le côté tragédie, qui constitue quand même un format d'histoire, déjà, qu'on peut vraiment mentionner, mais sinon, ça fait très recueil d'aphorismes, parce qu'on est quasiment que dans du dialogue, et où, à chaque fois, quasiment que Leto parle, on sent qu'il essaye de nous enseigner quelque chose, enfin, de l'enseigner au personnage à qui il parle, mais aussi à nous, et c'est à la fois intéressant, complexe et tout, mais c'est vraiment ça le propos principal du livre, plus que l'histoire, je trouve. Même si l'histoire donne un contexte, une sorte de tableau d'ensemble où mettre cette image pour lui donner plus d'intensité émotionnelle, c'est quand même limite quasiment plus des aphorismes qu'une histoire, et je pense que c'est ça qui pourrait déranger des gens. Moi, ça me plaît, parce que moi, la philo, j'aime bien. Le concept, je pense que c'est de pousser jusqu'au bout le concept des Atréides. Alors les Atréides, on a vu depuis le début qu'ils étaient dévoués à leur peuple, mais voilà, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Enfin, vraiment, ils voulaient consacrer leur vie à la population. Dans l'abnégation totale. On l'a vu dans le premier tome avec le duc Leto, qui était prêt à risquer sa vie pour sauver des hommes à lui qui récoltaient de l'épice dans le désert, etc. Ensuite, on l'a vu de manière évidemment beaucoup plus spectaculaire avec Paul, qui est devenu le prophète, le messie, le machin, alors que ça lui plaisait pas du tout ce délire religieux, mais juste parce qu'il a vu avec sa vision presciente que le monde irait plus mal sans ça, et que de toute façon, il y avait un délire religieux qui était sur le point d'advenir. Et du coup, si au moins il en prenait la tête, il pouvait peut-être le réfréner et éviter les pires conséquences. Donc voilà, lui déjà il s'est sacrifié, il est devenu quelque chose qu'il n'aimait pas vraiment lui-même pour essayer d'aider l'humanité. Mais comment on pouvait pousser ce concept encore plus loin ? Eh ben c'est simple, Leto, non seulement il est devenu... il s'est sacrifié pour l'humanité, mais c'est surtout qu'il est devenu quelque chose que, spontanément, tout le monde va détester. Donc en gros... il n'a pas seulement sacrifié sa vie ou quoi que ce soit, il a même sacrifié l'image que les gens se faisaient de lui. Il est devenu un truc que tout le monde va haïr pour sauver l'humanité. Parce que lui, il dit qu'il fait tout pour son sentier d'or. Son sentier d'or, c'est la continuité de l'humanité. Donc on sait que dans sa vision, il a vu que l'humanité allait disparaître s'il ne faisait pas ce qu'il est en train de faire. Et donc il est devenu un ver, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il est devenu qui s'est fusionné avec un ver et tout, pour être puissant, pour être immortel, etc. Mais non, lui, il dit plusieurs fois que ça le fait plutôt souffrir parce que il est devenu quelque chose qui est unique, que personne ne peut comprendre. Et en plus, voilà, il est plus vraiment humain, il est un espèce de truc un peu difforme. En plus, ce qu'on ne sait pas au début et qu'on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire, c'est qu'il s'est condamné à une mort atroce. Non seulement son existence, elle est très longue, il s'est bien fait chier, il a vu mourir plein de gens, etc. Donc psychologiquement, ça n'a pas dû être super facile d'être empereur. C'est pas suffisamment un connard, en fait, pour qu'il y prenne juste du plaisir, quoi. C'est ça qui pose problème aussi. Et quand il va mourir, il va, son esprit ne va pas disparaître, ne va pas s'éteindre. En fait, des fragments de sa conscience vont rester à travers toutes les truites des sables et les petits vers, etc., qui vont émerger de lui, parce que quand un ver meurt, il explose, quoi. Donc, tout plein de petites parties de son esprit vont rester et vont continuer de se diviser à l'infini au fur et à mesure que les truites vont devenir des vers, grandir, exploser, etc. Et du coup, sa conscience sera toujours là, mais fragmentée et dans un espèce de rêve sans fin. Donc ça fait vraiment pas envie. Être condamné à une immortalité où tu te dégrades interminablement. Voilà, et lui, il a fait ce sacrifice ultime, on va dire, pour l'humanité. Alors quand je vous dis ça, peut-être que déjà je vous spoil un peu, parce que c'est quelque chose aussi qu'on comprend au fur et à mesure du livre. Pourquoi Leto a fait ça, il y a plein de gens qui s'interrogent et tout. Mais moi je pense que le comprendre avant n'empêche pas de profiter du bouquin, parce qu'il y a suffisamment d'enseignements, on va dire, de Leto au fil des pages pour qu'on ne s'ennuie pas du tout, même si on a déjà confiance en lui. Parce que la première fois qu'on lit, on peut se demander est-ce que c'est un gentil ou un méchant. La tension peut être là, de se dire mais est-ce qu'il respecte encore les principes des Atréides ou est-ce qu'il les a complètement trahis. Bon, c'est ce que Duncan se demande tout le long du bouquin. En tout cas, moi, le fait d'avoir confiance en lui, ça m'a jamais empêché de profiter du livre. Donc je me dis que je peux vous le dire. Et donc je pense vraiment que le concept, c'est ça. C'est vraiment de pousser l'abnégation jusqu'au bout. Jusqu'à devenir ce qu'on déteste en apparence
pour en gros devenir la pire chose pour les meilleures raisons. Je pense que c'est ça le fond du concept. Le déroulement de l'intrigue, je vous disais, c'est une tragédie. On sent que les choses vont vers un déroulement négatif, et pas seulement pour Leto, parce que Siona et Duncan, par exemple, bon, surtout Duncan, on sait que tous ses anciens lui sont morts, et plein de choses lui sous-entendent que s'il va vers la rébellion, etc., il va vers son autodestruction. Et il y va quand même, parce qu'il est tellement accroché à ses valeurs qu'il peut pas faire autre chose. Siona, c'est plus compliqué, mais à la fois elle est proche de Leto, elle pourrait le comprendre et tout, mais elle reste aussi accrochée à sa fierté, à ses principes, etc. Et donc elle décide plusieurs fois de rester révoltée, alors qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient lui montrer que ce serait plus simple psychologiquement de se calmer. Bon, Leto, voilà, il va toujours choisir les choses les plus difficiles, mais parce qu'il pense que c'est mieux de faire comme ça. Et il essaye d'inciter les gens aussi toujours à aller au-delà d'eux-mêmes, à bousculer leurs habitudes, etc., à bousculer leur confort pour qu'ils deviennent plus forts, qu'ils deviennent plus, etc. Donc on a bien compris ce qu'il voulait faire. Mais du coup, tout le long de l'intrigue, on va voir des gens qui vont être un peu tiraillés, torturés, etc., pour les faire évoluer psychologiquement, tout en ayant conscience qu'à la fin ils vont mourir et que du coup c'est beaucoup de torture pour pas grand chose, mais que c'est aussi ça qui constitue l'humanité. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Il y a beaucoup de moments où on a plein de sous-entendus pour nous dire que ça va mal tourner, mais voilà, on le regarde quand même mal tourner. Vraiment ce côté tragédie qui est très présent. Comme je vous disais, il n'y a vraiment pas beaucoup d'action, on était vraiment en mode dialogue, et en gros il y a de la tension dans quasiment tous les dialogues, parce qu'on sait que, comme je vous disais, Leto, il est à moitié vert, et c'est Monéo qui nous explique au début que Leto en lui-même, il a jamais été violent, il est très gentil, etc., en tant qu'humain, mais que sa part vert, elle est violente. Donc il dit, il y a l'humain en lui qui est empereur et qui est bon, et il y a le vert qui est Dieu, et qui lui fait ce qu'il doit faire pour survivre, quoi. Donc lui qui peut punir, etc. Donc en gros, quand Leto tue Duncan au début, c'est le ver qui a pris le dessus. Et du coup, dans les conversations entre Monéo et Leto, à chaque fois il se demande si le ver va prendre le dessus. Si c'est le cas, il essaye de reculer, d'être prêt à s'enfuir, etc. Donc voilà, on sait que Leto peut tuer les gens facilement, et donc à chaque fois qu'il discute avec des gens et qu'il a des dialogues philosophiques vachement complexes, on n'est pas serein, parce qu'on sait que ça peut basculer dans la violence. Et personnellement, ça marche. Vraiment, pour maintenir mon attention, ça a bien fonctionné. Donc voilà sous quelle forme à peu près ça se présente. Les personnages, moi je vous parle quasiment que de Leto, et je pense que c'est complètement le personnage principal, c'est mon personnage préféré du livre, de la saga, et je pense que c'est un de mes personnages préférés globalement dans ma vie, donc je pourrais clairement en parler des heures de Leto, mais je vais déjà le faire, donc c'est pas forcément utile que j'insiste ici. Sinon, on a Duncan qui est fidèle à lui-même, mais pas tant que ça, parce que dans le premier tome, on le voit pas tant que ça, donc finalement, voilà. Après, dans le deuxième, quand il est sous sa première forme de Ghola, vu qu'ils en ont fait un philosophe et tout, il est vachement posé, vachement calme, et très détaché de sa propre existence et tout, et là, c'est pas du tout ce à quoi il va ressembler. Donc, non, finalement, même Duncan, il change. Là, on nous fait penser qu'il a jamais changé, parce qu'on n'arrête pas de nous parler de ses incarnations précédentes, et du coup tout le monde peut prévoir ses réactions, parce qu'ils en sont peut-être à leur 80e Duncan ou quelque chose comme ça. Donc voilà, mais en fait nous on l'a pas vu comme ça avant, et la problématique ou la caractéristique principale de Duncan, c'est qu'il a conscience de pas être dans son époque, et que du coup il se sent paumé, et il est accroché à des valeurs que plein de gens vont trouver datées, y compris moi, sur certaines de ses opinions, je vous le cache pas du tout. Il a des idéaux où il est très, très carré, etc. Donc il a une vision un peu étriquée parfois, j'ai envie de dire, même si c'est un peu un jugement de valeur de dire ça, mais en tout cas il est très à cheval sur ses principes, etc. Et il est aussi très fier, donc il veut pas trop revenir sur ses opinions et tout. Donc voilà, c'est un perso qui pourrait être très basique, mais encore une fois, comme je vous l'avais dit, je sais plus si c'était à propos du tome précédent ou du deuxième, je crois que c'est du précédent. Les persos de Dune, en général, ils sont extrêmement simples dans leur concept, mais ils se prennent tellement des trucs de ouf à la gueule qu'ils sont plongés dans des paradoxes qui les forcent à évoluer, et du coup qui les rendent complexes, même s'ils sont basés sur quelque chose de très simple. Duncan, c'est vraiment juste un mec idéaliste, traditionnaliste, etc., qui vient de l'ancien temps et qui est complètement déconnecté de l'époque dans laquelle il est plongé, et qui se sent mal à l'aise par rapport à ça. Donc en gros, c'est un vieux dans un corps de jeune. Et en fait, le truc, c'est que Leto va essayer constamment de le forcer à évoluer, alors que il sait très bien que ça marche pas, ça fait des millénaires qu'il essaye avec les Duncan précédents. Tout le monde quasiment va lui
lui faire comprendre. Par exemple, Monéo, il va lui dire à un moment, vous n'êtes qu'un ancien modèle, etc. Et après, il va s'excuser, mais le mal est fait en fait. donc voilà, il va se prendre baffe sur baffe, et du coup, ça va pas être paisible du tout comme existence pour lui. Donc Siona, je vous disais, c'est une révoltée de base, c'est vraiment ça son principe. Mais ce qui se passe, c'est que Leto va lui faire donc subir une épreuve. Cette épreuve va la rapprocher de lui et la faire dépendre de lui. Du coup, rester révoltée, ça va être compliqué dans sa position. Et ça va la rendre intéressante parce qu'on va vraiment se demander si elle va rester révoltée, oui ou non. Et quand elle le reste, on voit vraiment le côté un peu innocent, un peu enfantin, etc. de la jeunesse et encore une fois de l'idéalisme et tout. Et c'est un côté à la fois touchant, pathétique, un peu beau, etc. Donc c'est ça qui la rend intéressante. C'est vraiment, encore une fois, les épreuves auxquelles elle est confrontée. C'est pas en elle-même qu'elle était un perso sophistiqué de base, quoi. Donc voilà, après il y a Nayla, comme je vous disais, qui est la fanatique religieuse. Moi, à laquelle je m'identifiais dans ma première lecture, parce que j'ai tendance à aimer les gens à un point un petit peu fanatique et à triper vraiment sur ça. D'ailleurs, quand je la relis aujourd'hui, je la trouve un petit peu caricaturale et je vois le foutage de gueule et je vois que Leto, d'ailleurs, quand il est avec elle, il est à la fois... il est plutôt saoulé en fait. Il se dit... ça l'attriste. Il se dit, bon, je vais l'utiliser comme elle est bien utile, mais en même temps, il est un peu désolé de voir à quel point elle est bien formatée. Et je pense que je l'avais déjà vu à ma première lecture, mais encore une fois, je me disais, ouais, mais lui est quand même utile et il doit quand même l'aimer. Et puis voilà, de toute façon, la fidélité, c'est encore mieux dans l'abnégation, etc. Donc je me disais, tout ça, c'est une épreuve, exactement ce que Nayla se dit tout le long du bouquin. Et voilà, j'étais une caricature, je peux le reconnaître, mais aujourd'hui, ça me fait plutôt marrer. Ça me fait penser à ce que j'ai ressenti sur Excel, dans Excel Saga. Et en fait, du coup, j'arrive à prendre ça avec un peu d'ironie. Donc elle a un côté aussi tragique parce que... elle, c'est pareil, hein, une fanatique religieuse, c'est extrêmement simple comme concept. Hein. Je vous le dis en 2 mots, c'est ça, et c'est totalement ça. Le truc, c'est que Leto va lui dire, moi, la mission que je te confie, donc si tu m'idéalises, si tu m'adores et tout ça, tu dois accorder... ça, c'est même pas, il a même pas besoin de le dire, c'est évident, et tu dois lui accorder plus d'importance à ça qu'à tout, c'est d'obéir en toute chose à Siona. Siona, dont on a dit, je vous le rappelle, que c'est une révoltée et qu'elle a décidé de tuer Leto, si possible, quoi. Donc, Nayla voit bien que Siona est révoltée et qu'elle fait des trucs contre Leto, et Leto lui dit, tu dois la servir, donc elle arrête pas de se dire, non, mais c'est une épreuve, de toute façon, il sait très bien ce qui va advenir, donc c'est bon, tout va bien se passer. Et voilà, l'histoire va pousser ce concept-là jusqu'au bout aussi, jusqu'au point de rupture. Et donc c'est quand même relativement sympa de faire péter ce truc-là, à la fois de le voir et à la fois de le faire péter. Donc voilà, ensuite Monéo, c'est vraiment... Comment résumer Monéo ? C'est un mec qui est tout le temps en train d'avoir peur, de vouloir que les choses s'arrangent et se calment, et d'être un mec plutôt pondéré, plutôt le mec normal en fait de l'histoire. Mais Leto va pas arrêter de le secouer parce qu'il s'ennuie et parce qu'il a envie de faire évoluer les gens. Donc Monéo va en prendre plein la gueule. Et en plus, comme Leto, il a pas envie, lui, que le monde stagne. En gros, il a condamné le monde à lui, entre guillemets, pour le forcer à évoluer. Mais lui, il est parti du principe que quand le monde aurait réussi, le monde allait le détruire et que c'était normal. C'était l'aboutissement et c'était la preuve même qu'il avait accompli sa mission. Et Monéo, lui, il a foi en Leto, mais du coup, il est dépendant de lui, entre guillemets. Et il n'imagine pas le monde sans lui, etc. Donc lui, il a pas envie qu'il arrive quelque chose à Leto. Et il fait complètement du déni quand il voit Leto qui a l'air de provoquer, entre guillemets, des choses qui pourraient le détruire. Donc Monéo va prendre cher, mais encore une fois, c'est un mec très simple. Mais l'histoire va tellement lui mettre cher que ce qu'il va vivre ne va pas être simple du tout et qu'on va pas du tout s'ennuyer avec lui. Après, on a Oui. Alors Oui, je pense que c'est carrément mon deuxième personnage préféré après Leto, et du coup c'est assez logique quand on aime Leto d'aimer Oui, je pense. C'est vraiment non seulement la femme parfaite, mais ils arrêtent pas de dire qu'elle a été vraiment faite exprès pour plaire aux Atréides. Donc comme je vous ai dit que les Atréides étaient complètement dans l'abnégation, oui, elle est dans la compassion totale. C'est une femme qui est tout le temps paisible, en train à la fois d'être très vivante, de vachement profiter de l'instant présent, d'être très attentive, très réceptive, etc. Et en même temps, d'être très paisible, toujours heureuse, toujours positive, toujours à avoir un petit mot gentil, et toujours à vouloir aider les gens, les rassurer, machin. Donc elle, directement, elle a de la compassion pour Leto, et elle est persuadée qu'il agit pour de bonnes raisons, et donc elle a totalement confiance en lui sur ce plan-là. Et quand il lui explique, elle a l'air de comprendre.
Donc elle arrive à le comprendre à la fois rationnellement et émotionnellement, alors que la plupart des gens, soit ils ont la foi, ils comprennent pas, mais du coup ils disent bon, admettons, on te fait confiance, mais sans comprendre, ou soit ils pensent que Leto est un connard et ils ont envie de le buter. Donc il n'y a pas vraiment de gens qui l'approuvent, qui le comprennent et qui sont proches de lui ou quoi que ce soit, à part des gens qui le suivent aveuglément, l'idéalisant, etc. Donc Leto se sent vachement seul, et du coup forcément oui, elle représente un peu tout ce dont il a besoin. Même si, voilà, elle est humaine, il est plus humain, ils vont pas pouvoir coucher ensemble, bon, on va nous le répéter en long, en large et en travers, c'est bon. Comme si l'amour platonique, c'était pas quelque chose... Enfin voilà, c'était une découverte qui venait de sortir, c'est de la science-fiction, c'est un truc de ouf. Non, juste non, quoi. Donc ça m'a un petit peu saoulée par moments, j'y reviendrai. Mais en tout cas, oui, elle est vachement fascinante aussi, et c'est un perso super cool. L'apparence des persos, donc on nous décrit beaucoup Leto, comme je vous disais, qui est maintenant avec un corps de verre, avec ses jambes qui sont à un bout de son corps, et ses bras et sa tête à l'autre bout. Et il a sa tête qui est sa seule partie humaine qui dépasse entre des replis. Donc tout le reste, c'est la matière argentée détruite des sables ou le corps de verre. Du coup, il est énorme, il se balade sur un chariot avec des suspenseurs, ou des roues selon là où il se trouve. On nous décrit bien son chariot avec un espèce de capot transparent qui peut soulever ou rabaisser, etc. Et il a beaucoup de machines xiennes aussi qui lui permettent de contrôler des trucs par la pensée, alors que les machines sont interdites pour le reste du monde. Hein. Voilà, quand on est empereur, on s'emmerde pas. Et du coup, voilà, il a beaucoup de machines pour enregistrer ses mémoires, des machines pour se déplacer, des machines pour communiquer avec ses espions, etc. Donc il fait beaucoup de choses comme ça, et heureusement, puisque lui, il a l'air d'avoir un peu de mal à se déplacer avec son corps de verre. Donc c'est pour ça qu'il a un chariot. Du coup, toute la cité, elle a des proportions gigantesques. Déjà parce que lui, il est gros de base, mais avec son chariot en plus, c'est encore plus énorme. Donc il y a des couloirs complètement disproportionnés. Et ça contribue encore une fois à ce que les gens se sentent minuscules et tout. Donc on est encore dans une ambiance très, très mystique, très religieuse, etc. qui va forcément mettre mal à l'aise les gens qui, comme Duncan, qui sont suspicieux vis-à-vis de ceux qui se font adorer, qui se font passer pour des dieux, etc. Duncan, il est comme avant, donc après on nous décrit que de temps en temps il est en uniforme Atréide, de temps en temps il enlève son insigne parce qu'il est pas content, etc. Donc on nous parle de comment il est habillé, mais physiquement, il est toujours comme avant. Bizarrement, oui, je me rappelle bien de comment elle est habillée, qu'à un moment elle a une robe dorée avec de la jade sur les bords, etc. et une espèce de traîne derrière et tout. Je me rappelle qu'elle a un visage ovale et un petit nez pointu. Et par contre, je me rappelle pas de la couleur de ses cheveux, je sais pas pourquoi. Donc c'est un peu... voilà, il y a des trucs qui restent et des trucs qui restent pas. Je sais aussi que Naila et les truitesses, en général, c'est des femmes très carrées qui ressemblent vraiment à des bonhommes pour le coup. Et voilà, donc j'ai l'impression que les descriptions sont quand même bien détaillées. J'ai tout lu ligne par ligne parce que j'avais vraiment envie de profiter bien des aphorismes de Leto. Donc les descriptions, je me suis un peu plus arrêtée dessus. Mais bon, apparemment, ça m'a pas suffi pour me rappeler de tout. On nous fait aussi des belles descriptions donc, de la cité impériale, enfin la citadelle, des grands couloirs donc, où Leto se balade. Il y a des couloirs en spirale dans des souterrains, etc. On a beaucoup de descriptions, encore une fois, du désert avec le Sarir, qui est le dernier désert de Leto. Il contrôle le climat via des satellites ixiens, encore une fois, donc des machines. Bouh, c'est pas bien les machines. Il essaye de gérer son truc pour que la planète soit bien confortable partout, mais qu'il y ait quand même un désert dans un coin pour que lui il puisse y aller pour se détendre, etc. Et passer des bons moments en mode vert. Donc voilà, et puis il fait aussi des petits pèlerinages là-bas avec certains de ses Atréides d'élevage. Donc on nous parle beaucoup de son Sarir, de comment à la fois il est fragile, qu'il n'en reste pas grand-chose du désert, etc. Et en même temps, quand on est au milieu, à quel point on peut encore se sentir perdu en tant qu'humain, parce que même si le désert est petit, pour un humain il est encore immense, etc. Donc on a des belles descriptions de paysages, des belles descriptions de lieux et tout. C'est vraiment sympa à ce niveau-là, il y a des trucs assez beaux. La personnalité, je vous en ai déjà parlé. La personnalité de Leto, pour moi, elle est vraiment totalement géniale. J'adore les gens comme ça qui, je sais pas, qui hésitent pas en fait à passer pour le contraire de ce qu'ils sont en réalité, que ça le dérange pas de passer pour un connard, parce que voilà, son objectif, c'est de faire évoluer l'humanité et aussi de faire évoluer les gens individuellement, peu importe les moyens, on va dire, même si lui-même ça le fait souffrir de faire ça et tout, donc voilà, il m'émeut énormément et j'éprouve beaucoup de sympathie pour lui. Je vous ai dit ce que j'en pensais, les concepts de personnalité sont simples, mais comme ils sont confrontés à des situations extrêmement paradoxales, extrêmement tendues, ils vont vraiment beaucoup être obligés d'évoluer, et c'est ça qui va les rendre intéressants, et du coup l'évolution, oui,
Du coup, dans ce livre, il y a vraiment des gens qui sont pour l'évolution et des gens qui sont contre l'évolution. Désolée pour le coup dans la table. Monéo, on sent qu'il est âgé et qu'il a vraiment envie qu'on laisse comme c'est, que les choses ne bougent pas, que tout soit bien stable, etc. Évidemment, c'est ce contre quoi Leto se bat, justement, pour que l'humanité continue d'évoluer et de ne pas rester dans des schémas qui sont toujours les mêmes et dans une zone de confort et tout. Du coup, les plus jeunes, comme Duncan et Siona et tout, ils veulent évoluer, mais ils n'ont pas conscience du point où ils prennent des risques en le faisant. Ils n'ont pas du tout conscience qu'en détruisant Leto, ils vont détruire leur propre monde et se mettre dans une situation extrêmement inconfortable. Ils en ont peut-être un peu conscience, hein, je ne veux pas complètement les prendre pour des idiots, mais en tout cas, ça a quand même l'air de se voir que ce qu'ils font, ça va les dépasser. Mais du coup, Leto, il est plutôt de leur côté, même si ça se voit pas et que paradoxalement, eux, ils sont persuadés d'être des rebelles contre lui. Oui, et Leto, c'est ceux qui évoluent le moins parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'évoluer. Enfin, Leto, la seule relation dans laquelle il évolue, c'est justement avec Oui, parce que c'est la seule qui parvient encore à le surprendre, parce qu'elle fait revenir en lui son humanité perdue. Il se laisse émouvoir par elle et il se surprend avec ses émotions, et ça le fait kiffer. Donc ça le fait un petit peu évoluer. Sinon, pas plus que ça. Et oui, elle est déjà parfaite de base, donc elle n'a pas vraiment besoin d'évoluer. C'est quelqu'un qui est tout le temps, comme je vous disais, dans l'émerveillement de l'instant présent, etc., qui arrive toujours à se renouveler, à renaître à chaque instant, à se remettre de ses blessures et à être toujours aussi réceptive et ouverte, etc., malgré les baffes qu'elle prend. Bon, voilà, c'est vraiment un idéal, je pense. Je sais pas si une personne réelle peut être comme ça. Voilà, elle ressemble vraiment à une sainte. Donc on comprend que Leto puisse l'aimer, et elle aussi elle est assez intéressante, même si je comprendrais que des gens ne la trouvent pas crédible, mais moi je la trouve assez fascinante quand même. On sait jamais, hein, il peut peut-être y avoir une personne comme ça, d'autant plus que c'est une personne qui a été créée, entre guillemets, volontairement, un peu artificiellement, etc. Donc pourquoi pas. L'univers, les lieux, les créatures, ça n'a pas beaucoup changé. D'ailleurs, Leto, justement, vu que son but c'est de pousser la stagnation jusqu'à ce que l'humanité ne puisse plus la supporter et qu'elle ait vraiment envie de se renouveler, c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup changé. La chose qu'on va vraiment suivre et étudier à ce niveau, c'est vraiment Leto en lui-même, qui est demi-vert, demi-humain. On va se demander comment fonctionne son corps, comment sa transformation s'est faite, quelles sont ses faiblesses, à quel stade il en est du vert, etc. Qu'est-ce qui lui fait encore souffrir, comment évolue son cerveau, comment évolue son corps, tout ça, qu'est-ce qui se passe dans son physique, à quoi il est vulnérable, etc. C'est vraiment ce que tout le monde dans l'univers se demande, et donc c'est ce qu'on va suivre au fil du bouquin. Mais en dehors de lui, il n'y a pas des trucs de ouf, il y a des nouvelles inventions Xiennes, etc. Il y a justement Leto qui est très fier de sa création à travers sa lignée d'Atréides. Voilà, ils disent c'est moi qui ai créé Siona et tout, il en a l'air super fier, donc on va voir à travers le livre pourquoi il est content d'avoir créé Siona, qu'est-ce qu'elle a de particulier que l'humanité n'avait pas eu avant. Et puis, oui, évidemment aussi, qui a été créée et qu'est-ce qu'elle a de particulier, comment elle a été créée, par qui, etc. Bon, c'est des questions qu'on peut un peu se poser, mais franchement, je dirais que l'attention est beaucoup plus sur les personnages que sur l'univers et compagnie. L'univers, il n'a pas tant que ça changé. Logique et cohésion, vraiment la principale logique qu'on va suivre, c'est la logique de Leto, essayer de comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, etc. Dans l'histoire, la logique, il y en a, mais je dirais que c'est pas au centre de l'intrigue, parce que c'est vraiment plus une tension émotionnelle plutôt que des choses rationnelles qui se passent, même s'il y a des complots qui essayent de faire des trucs contre Leto, et qui sont assez logiques, cohérents et tout ce qu'on veut. J'aurais aimé, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu la réponse, donc si vous l'avez lu et que vous l'avez, dites-le moi. J'aurais aimé vraiment savoir ce que les Ixiens espéraient faire avec Oui, parce que bon, vu comment les choses se passent, ils auront peut-être pas... Enfin, j'ai pas l'impression qu'on ait vu vraiment ce qu'ils avaient l'intention de faire. En quoi donner à Leto une femme qui correspond à ses idéaux, etc., c'était censé le détruire. Bon, on le sait, d'un côté, Leto en parle un peu en disant que la seule manière dont il n'est vulnérable, c'est justement en faisant du mal à ceux qu'il aime, parce que lui, physiquement, voilà, il est quasi indestructible, et puis de toute façon, s'il est détruit, oui, ça... Bon, ça, il le dit pas à n'importe qui, mais disons que nous, on sait que s'il est détruit, ça va pas trop le déranger, et que globalement, il est quasi invulnérable, donc le meilleur moyen de le faire souffrir, c'est quand même de tuer des gens qu'il aime. Du coup, est-ce qu'ils lui ont donné Oui pour la tuer, et pour le détruire psychologiquement ? Moi, j'aurais bien aimé le savoir. J'ai pas l'impression qu'on le sache. Si jamais vous le savez, dites-le moi. Mystère et découverte. Encore une fois, le mystère, c'est complètement Leto. Et oui aussi, si on veut.
En tout cas, c'est les personnalités des gens, un peu les autres aussi, parce que Leto, il va vraiment avoir un côté socratique, en mode je fais accoucher les esprits des gens. Il essaye toujours de les confronter à leurs contradictions, etc., pour que les gens se rendent compte de leur propre, de la propre absurdité de ce qu'ils pensent, etc., et qu'ils soient obligés de se remettre en question et de changer d'opinion, etc., mais à partir d'eux-mêmes et de leurs propres pensées. On sent vraiment qu'il essaye de les provoquer, de les amener là où il veut, etc. Donc il y a toujours un mystère pour savoir qu'est-ce que vont devenir les gens qui sont confrontés à Leto. Parce que voilà, on sait qu'ils vont pas ressortir indemnes mentalement de leur confrontation avec lui. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup de tensions à ce niveau et que c'est très intéressant, mais encore une fois, peut-être que des gens pourront trouver qu'il n'y a pas assez d'action, parce que clairement il n'y en a presque pas. Que c'est un peu toujours pareil, finalement, les dialogues de Leto et des autres gens. Moi c'est un truc que j'aime, donc ça me dérange pas, mais pour les gens que ça saoule, clairement ils pourront peut-être se faire chier. L'écriture, moi je l'ai trouvée totalement géniale, et plutôt que de vous dire... vraiment avec des mots, etc. Qu'est-ce que j'ai pensé de... j'ai l'impression de toujours un peu dire la même chose. Je vais plutôt vous mettre des citations et vous commenter ces citations, histoire que vous compreniez pourquoi, pour moi, ce livre est avant tout un espèce de recueil d'aphorismes déguisés, et que je pense vraiment qu'on pourrait le commenter point par point et que ce serait intéressant de le faire. Donc la première citation que j'ai prise, c'est « La malveillance est un des plaisirs les plus profonds qui soient. C'est dans notre relation à elle que s'exerce la créativité. » Évidemment, c'est une citation de Leto. Toutes les citations quasiment que je vais faire sont des citations de Leto. Bon, on peut en parler, parce que moi j'ai l'impression que ça se passe de commentaires, mais je me dis que peut-être certaines personnes ne vont pas comprendre. Comme je vous l'ai un peu dit, le truc c'est que Leto, il dit ça, il aime bien mettre les gens en mindfuck et leur dire le contraire, leur dire des choses qui sont inconfortables pour eux. Mais s'il dit ça, c'est justement parce que lui, de base, il est pas malveillant. Et si quelqu'un de malveillant disait ça, ça pourrait paraître vachement complaisant, narcissique, etc. Et c'est typiquement le genre de choses que les gens comprennent mal et sur lesquelles ils peuvent faire des contresens. Si lui, ça lui exerce sa créativité, la malveillance, c'est parce que il est obligé d'avoir de la malveillance pour vivre avec ce qu'il fait. Parce que quand t'es obligé de faire souffrir des gens pour faire survivre l'humanité, c'est pas agréable. Et si tu étais purement dans l'empathie, sans aucune malveillance pour éprouver du plaisir à ce que tu fais, pour contrebalancer ta propre souffrance, tu deviendrais fou. Donc t'es obligé de ressentir de la malveillance, mais comme t'en ressens de manière minoritaire, et que si t'es honnête avec toi-même, tu peux pas, entre guillemets, étouffer cette malveillance ou la cloisonner ou la nier ou quoi que ce soit. Tu peux pas avoir une créativité où tu t'interdis des choses, etc. Donc la malveillance, elle est là, elle existe, il faut la satisfaire. Et la question c'est comment ? Comment, si justement t'es altruiste, que t'aimes les autres, que t'es majoritairement bienveillant, etc., comment la satisfaire malgré tout ? Et c'est ça qui donne lieu à de la créativité. C'est d'éprouver de la malveillance et d'avoir besoin de la satisfaire, mais que notre psychologie de base ne s'y prête pas. Sinon, si c'était enfoncer une porte ouverte, ça n'aurait aucun intérêt. Et là, j'espère que vous commencez à comprendre pourquoi j'adore Leto, pourquoi il m'a énormément fait penser à Nietzsche, et pourquoi du coup, ce que j'apprécie chez l'un et chez l'autre, quoi. Parce que ouais, typiquement, si vous pensez que c'est des gros connards, effectivement, cette phrase n'aurait pas d'intérêt. Mais c'est pas le cas. Ensuite, j'ai faim d'une humanité qui serait capable de prendre de véritables décisions à long terme. Sais-tu quelle est la clé de cette faculté, Monéo ? Et Monéo répond « Vous me l'avez dit plusieurs fois, monseigneur, c'est l'aptitude à changer d'avis. » Bon, là, tous les zététiciens, tous les scientifiques sont en mode « Ouais !» et tous les religieux sont en mode « Non !» Donc voilà, cette phrase, je pense que elle montre bien ce que Leto essaye de nous apprendre à nous et à ses personnages. Nietzsche aussi, encore une fois. Moi, c'est principalement ce qui m'a appris. Comme je vous disais, j'étais en mode Naïla quand j'étais plus jeune, avec tous les gens que j'aimais. Donc voilà, quand j'ai lu Nietzsche, j'étais en mode groupie qui se roulait par terre. Et il m'a complètement mis en PLS psychologiquement à force de retourner sa veste. Et je pense qu'il l'a tout à fait volontairement. Bon, après, il l'a fait parce qu'il était honnête avec lui-même. Hein. Mais je pense qu'il avait quand même conscience que si on le suivait, on allait être en mindfuck. Et que c'était bien fait pour notre gueule. Donc voilà. Je pense que clairement, il y a quelque chose à apprendre là. Et j'espère que tous ceux qui ne l'ont pas appris pourront l'apprendre un jour. En tout cas, moi, je suis contente de l'avoir appris. Et clairement, c'est une des choses que j'apprécie énormément chez Leto 2. Et Monéo, il a beau le dire, il a du mal à le ressentir, on le sent bien. Le passé évolue continuellement, mais rares sont ceux qui s'en aperçoivent. Alors cette phrase est très simple, mais elle est très intéressante, je trouve. Le passé évolue continuellement parce que, physiquement, le passé, à travers quoi il existe ?
à la fois à travers des gens qui sont encore là dans le présent et qui en parlent, à la fois à travers des objets qui sont des preuves, des témoignages, etc. de ce qui s'est passé. Mais tout ça, c'est extrêmement partiel et parcellaire, il en reste pas grand-chose, et donc si on veut le rendre vivant, mais c'est même pas qu'on veut, c'est que quand on y pense, on a besoin de le rendre vivant pour le comprendre, pour l'intellectualiser, pour que ça ait du sens pour nous. Et ben du coup, on va forcément rajouter des choses qui proviennent de nous et qui proviennent pas du passé lui-même, parce que les choses, le passé en lui-même, il est disparu. En gros, le passé, en tant qu'il existe là actuellement, il n'est plus vraiment du passé, quoi. C'est pour ça qu'il évolue continuellement, et c'est pour ça qu'on peut le modifier en fonction de nos attentes, de nos craintes, de nos espoirs, etc. Et la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas, parce qu'ils essayent juste de répéter les faits et de les laisser, entre guillemets, intacts, mais c'est juste pas possible de les laisser intacts. Même la manière dont on va vouloir les laisser intacts, elle est conditionnée par notre présent. Donc finalement, le passé, ce qui a disparu et ce qui reste, c'est déterminé par le présent. Par les présents qui s'enchaînent, hein, on est bien d'accord, mais il y a toujours le présent qui prend part au passé. Donc le passé change. C'est quelque chose qu'il faut réaliser, je pense, pour comprendre à quel point il n'y a pas grand-chose d'objectif, finalement. Ensuite, je connais tous les faits, pourtant, je peux les utiliser à ma guise, et sans porter atteinte à la vérité, les changer. Alors c'est à peu près le même propos, c'est pour ça que j'avais failli les dire l'une à la suite de l'autre, mais pas totalement. Parce que là, on touche à toute la part du livre qui parle beaucoup de l'indicible, et du fait que les mots suffisent pas, le langage suffit pas, etc., et qu'il y a une grosse impuissance à ce niveau, où du coup, Leto, quand il essaye de faire accoucher les esprits des gens, justement, il ne peut pas vraiment leur expliquer ce qu'il essaye de faire avec eux, ce qu'il essaye de leur faire comprendre, il essaye vraiment de leur faire vivre. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois, il emmène quelqu'un dans le désert ou quoi que ce soit pour lui faire vivre une expérience concrète, parce que y a des choses qui sont au-delà des mots. Ça, c'est quelque chose aussi, évidemment, qui est chez Nietzsche, et que j'avais aimé chez lui au début quand je l'ai découvert. Alors maintenant, on pourrait dire c'est plus si ouf que ça, mais dans cette formulation, il y a quand même un petit truc que j'ai trouvé intéressant. C'est l'idée de sans porter atteinte à la vérité. Parce que justement, on pourrait tous avoir tendance à penser, surtout justement les adeptes de la science, etc., comme je suis un peu devenue, que la vérité objective, ça a du sens. Mais en fait, là, on se rend compte, en tout cas c'est ce que ce texte sous-entend, que la vérité est, entre guillemets, par nature superficielle. Parce que la vérité, c'est un concept qui a du sens que dans l'esprit humain, et que du coup, elle sera toujours formulée avec des mots, elle sera toujours montrée par... même si elle l'est par des objets, etc., mais ce sera toujours... c'est une expression. Il n'y a pas... la vérité en elle-même, c'est pas quelque chose qu'on atteint. En gros, si les gens retiennent que la vérité, et de fait, c'est ce qu'ils retiendront, on peut modifier des faits, et il y a quelque chose d'extrêmement plastique. On peut pas... Il y a toujours suffisamment de flou, en fait, dans la vérité, pour qu'on puisse modifier des choses derrière, sans y porter atteinte. Et ça fait sentir justement à quel point la vérité, c'est quelque chose de superficiel. Et je trouve que c'est quand même une idée extrêmement intéressante. Parce que justement, on se rend compte de... Leto, il nous dit ça en mode, je peux manipuler les gens, mais il n'y a pas que lui qui peut le faire. Et lui, il nous dit qu'il le fait, il nous dit comment il le fait. Donc encore une fois, il y a une différence entre la manipulation où on fait ça pour se servir de vous et celle où on le fait pour vous rendre plus indépendant, quoi. Donc j'ai préféré m'arrêter là, même si j'avais noté d'autres citations, parce que je me suis dit sinon on allait passer des heures et que ça allait peut-être vous saouler. Moi je me vois vraiment bien faire un commentaire de texte détaillé sur ce livre, mais ça me prendrait des plombs et j'aurais la flemme, mais franchement ça le mériterait. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport aux aphorismes, et j'espère que vous voyez ce qu'il y a de cool dans l'écriture de Frank Herbert à travers ça. Pour la poésie et la contemplation, j'ai aussi pris une citation qui pourrait être un énorme spoil, mais étant donné que Leto a de la préscience et que vous savez, encore une fois, on sait très bien que ça va se terminer par sa mort, on sait juste pas comment, par qui, etc. On connaît pas les détails, et du coup, cette citation, je pense que d'une certaine manière, elle vous dit quelque chose que vous pressentez déjà, comme elle vous aide pas vraiment à savoir comment ça va se produire. Je pense que je peux vous la spoiler sans gâcher du tout le plaisir du bouquin. Il vit le cimetière du fleuve, arc argenté qui miroitait entre des zones d'ombre, l'âme mortelle affûtée à l'éternité, prête à présent à accomplir son office. Je sais pas si je l'ai suffisamment bien lu, mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette phrase, elle est super belle. On voit à la fois l'image et l'émotion, sans qu'il y en ait une qui rende l'autre irréelle ou inexacte, qui la déforme, on va dire. Parce que
Vraiment, l'image et la sensation et l'émotion ne font vraiment qu'un. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, représente un peu l'essence de la poésie, quoi. Donc, de la poésie, de la contemplation, il y en a dans ce livre. Oui, il y en a. Même s'il y a majoritairement du dialogue et que ça fait plus aphorisme qu'autre chose, il n'y a pas beaucoup de passages de description, mais quand il y en a, il y a des moments où c'est beau. Que ce soit d'un point de vue littéraire ou d'un point de vue image, c'est quand même plus d'un point de vue image, mais cette phrase, elle est quand même belle aussi d'un point de vue littéraire, donc... Suspense et action, par contre, là, je vous mentirai pas, il y en a presque pas. Pas du suspense, il y en a si vous êtes comme moi et que vous adorez essayer de comprendre les gens. Si vous avez envie de comprendre Leto, vous allez jamais vous emmerder. Mais par contre, si vous avez besoin d'action, vous allez vraiment vous faire chier parce que, voilà, à part la scène au début avec Fiona qui fuit devant les loups, et après, bon, voilà, Duncan qui va essayer de tuer Leto, qui va se faire tuer, bon. Des scènes comme ça, il y en a plusieurs petites. Mais grosso modo, je vous le dis, clairement, on est dans une pièce de théâtre. Et la tension, elle est toujours dans les dialogues. Et elle est presque toujours irrésolue. Donc clairement, on n'est pas du tout sur une histoire où il y a de l'action. Et ça pourra certainement poser problème à certains. Les dialogues, il n'y a que ça, donc forcément ils sont cool. Voilà, je vous disais que c'est vraiment des dialogues où il y a toujours de la tension. Crédibilité, réalisme... J'ai pas vu de problème par rapport au fait que les persos soient trop intelligents, parce que là, on est vraiment avec des persos qui sont dans l'entourage de l'empereur, etc., Leto a l'air beaucoup plus intelligent, sophistiqué, complexe et détaillé, etc. que les autres. Mais ça se comprend parce que voilà, il est vécu depuis des millénaires, alors du coup on a l'impression que tous les autres gens sont des gamins face à lui. Donc je pense que la disproportion entre lui et les autres est un peu justifiée. Il n'y a pas autant le côté où on a l'impression que tout le monde est cultivé et classe, etc. et que du coup il n'y a pas trop de différence. On voit quelques Fremen qu'ils appellent des Fremen de musée, parce que c'est des Fremen qui font que imiter les coutumes des Fremen, alors que... il n'y a plus rien qui l'exige et que du coup leur mentalité n'y ressemble plus du tout. Et d'ailleurs forcément Duncan est complètement choqué en les voyant et il trouve qu'ils trahissent complètement l'esprit des Fremen, etc. Mais du coup eux ils ont quand même l'air un peu nazes, hein. Ils ressemblent vraiment à des pauvres à peu près classiques, même si leur chef est quand même un peu intelligent et qu'il est quand même cool et qu'il a quand même un côté touchant et tout. Dans leur manière de parler et tout, ou d'agir, on perçoit quand même une espèce de médiocrité. Donc je trouve qu'il a moins le défaut des autres où tout le monde était trop égal. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Donc en crédibilité et réalisme, je dirais que ça va. Originalité et côté marquant, non, parce qu'en fait les persos sont marquants vraiment par les émotions qu'ils incarnent, plus que par leur manière de parler, je trouve. J'ai pas vraiment l'impression que qui que ce soit ait une manière marquante de parler. D'ailleurs, c'était beaucoup plus le cas dans les livres précédents, quand les Fremen avaient leurs expressions, quand Leto et Ganimard avaient leur complicité, où ils se parlaient dans des langues étrangères et tout. Là, il n'y a plus vraiment qui que ce soit qui a des spécificités. Voilà quoi, les Truites, Monéo et compagnie, ils sont dans la dévotion. Fiona ou quoi, ils manquent de respect à Leto, mais ça casse pas trois briques. Et c'est leur émotion qui détermine ça, c'est pas vraiment une spécificité du langage et tout. Donc il n'y a pas grand chose de ouf à ce niveau. Après, oui, Leto est extrêmement marquant dans sa façon de jouer avec les mots, etc. et de mettre les gens mindfuck. Oui, dans son calme et son côté très doux, touchant, etc. Bon, c'est vraiment plus l'émotion et la manière dont est écrit le perso globalement, et c'est pas trop la manière de parler, etc. qui est marquante. Mon note globale, je vous ai dit, j'ai mis 10. Pour moi, je dirais pas que ce livre est parfait, parce que comme je vous ai dit, j'ai vu quelques défauts. Le fait que justement les persos soient pas ultra marquants dans leur manière de parler ou quoi, on pourrait considérer que ce serait un défaut. On pourrait considérer que ce serait un défaut aussi, justement, qu'il n'y ait pas assez d'action, qu'il n'y ait pas assez de description, qu'il y ait tout qui soit en mode dialogue. Moi, le dialogue, ça m'a pas trop gêné, mais il y a un moment ou deux où on a des comptes rendus. Par exemple, un compte rendu de Oui qui a parlé avec ses supérieurs sur X. On a leur conversation en mode compte rendu. Je trouvais ça un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé qu'on nous dise aussi l'apparence des gens, l'apparence du lieu, qu'on nous parle des mimiques des persos, etc. J'ai trouvé ça dommage que ce soit en mode compte rendu. Il y a pareil un moment avec les Bene Gesserit. Globalement, le côté compte rendu, j'avais des fois envie de dire bon bah t'aurais quand même pu écrire plus, Frank Herbert, merde, pourquoi tu nous as pas fait des petites descriptions et tout, pourquoi ce mode compte rendu? Ok, ça fait un côté archive, encore une fois, ça fait cohérent avec le début où on nous dit voilà, on nous montre l'histoire à travers les témoignages, les preuves, les archives, les machins, mais je trouve ça un peu moins agréable à lire. Donc des défauts, il y en a, mais moi, ce livre, il m'a saturé au niveau du plaisir ou de l'amour ou de la perfection ou de ce qu'on peut ressentir de positif. Et je me dis, à un moment, voilà, on va se demander est-ce que la perfection existe? Quand je terminais ce livre, je me suis dit, j'en ai plus rien à foutre. Et je me suis dit, je pense que c'est ce qu'on peut ressentir de plus fort
Voilà, à un moment on se dit bon, moi j'ai été comblée, il y a peut-être des imperfections mais je les vois plus, c'est ce qu'on se dit probablement aussi envers les gens qu'on aime ou quoi que ce soit, quand on est suffisamment à fond, on sait qu'il y a des défauts mais on s'en fout. Et concrètement moi là j'en suis arrivée à ce stade, donc voilà, c'est ça un 10 sur 10. Je pense qu'il y a certains 10 sur 10 où je dirais je vois pas de défaut, il y en aura peut-être, en tout cas je l'exclus pas, ou même des trucs où je vais triper à mettre encore plus que 10 sur 10 pour dire que c'est au-delà de la perfection de tout. Mais là, je suis sur un 10 sur 10 où je me suis dit non, non, je suis vraiment comblée. Et à un moment, les défauts, je les vois, mais je m'en fous. Donc voilà, du coup, je le recommande carrément. Évidemment, lisez-le si vous avez lu ceux d'avant. Et évidemment, si vous avez un problème avec la philo, encore une fois, ça va pas bien se passer. Ou si vous avez un problème avec la tragédie ou quoi que ce soit, bon, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être des contre-indications. Mais moi je l'ai aimé et j'espère que vous pourrez l'apprécier aussi.